J'ai fait perdre son travail à mon fils capricieux pour nos vacances familiales traditionnelles. Il a boudé pendant tout le voyage. J'ai fait perdre son travail à mon fils capricieux pour nos vacances familiales traditionnelles. Il a boudé pendant tout le voyage. Je lui ai dit de passer à autre chose et que ce n'était pas si grave. Il a continué à bouder, alors je l'ai puni pour ne pas en avoir profité. Maintenant, il a quitté la maison et je ne sais pas comment le convaincre de venir à nos prochaines vacances en famille. Je m'attends déjà à me faire démolir dans les commentaires, mais allons-y. Moi, 42F, et mon mari, 44H, avons 3 enfants. Notre aîné est notre fils de 16 ans, et nous avons 2 filles de 13 et 10 ans. Depuis 17 ans, notre famille prend les mêmes vacances chaque été, sans exception. Nous louons cette petite maison de plage dans une partie plus calme de la côte du Golfe en Floride. Ce n'est pas luxueux, mais c'est à nous pour cette semaine-là, et ça a été la seule tradition constante à travers tout. Grossesse, changement de travail, problèmes de santé, drame scolaire, peu importe. Cette semaine était sacrée. Notre fils a toujours adoré ses voyages. Même pendant ses années de préadolescence maussade, il nageait toute la journée, aidait son père au barbecue et passait du temps avec ses sœurs. Nous avons des années de photos de lui aidant sa petite sœur avec ses brassards ou construisant des châteaux de sable. C'est toujours quelque chose que nous faisons ensemble. Sans exception. En mars dernier, il a décroché un emploi à temps partiel comme maître nageur dans une piscine locale. Nous vivons dans le sud de la Floride, donc les piscines sont ouvertes toute l'année, et honnêtement, j'étais fier de lui. C'est un bon travail. Il a pris sa formation de maître nageur au sérieux, et cela montrait qu'il était prêt à assumer plus de responsabilités. Il a même commencé à se lever plus tôt et à soigner davantage sa présentation. Pour un garçon de 16 ans, ce n'est pas rien. Il nous a dit juste après avoir obtenu le poste qu'il avait déjà mentionné les vacances à son manager, lui disant qu'il aurait besoin d'une semaine de congé en juillet. Nous lui avons dit que c'était bien et lui avons rappelé à quel point cette semaine était importante. Il a dit qu'il le savait. Je n'y ai plus pensé jusqu'en juin, quand il nous a annoncé que le manager lui avait dit qu'il ne pouvait pas prendre de congé. Apparemment, comme il n'avait commencé que 6 semaines auparavant et que c'était la pleine saison estivale, son patron ne voulait pas approuver son congé. Ses mots exacts étaient, il a dit non. Il a ajouté, si je pars pendant une semaine, il ne peut pas garantir que j'aurai des heures à mon retour. Mon mari et moi lui avons tous les deux dit, eh bien, alors tu y vas quand même. Il s'est immédiatement mis sur la défensive. Il a dit que ce n'était pas si simple, qu'il aimait ce travail, qu'il avait l'impression de faire enfin quelque chose pour lui-même, et que s'il se défilait pendant une semaine au moment le plus chargé de l'été, il le remplacerait probablement. Nous lui avons dit en gros que c'était la vie. Les emplois à temps partiel sont remplaçables. La famille ne l'est pas. Nous avons été clairs sur le fait que nous ne demandions pas. Il faisait déjà partie de la planification. La maison avait été réservée en janvier. Il allait manquer quelques gardes à surveiller des enfants barbotés dans une piscine. C'était le truc de notre famille, sa famille, et ça comptait plus. Ça n'est pas bien passé. Il a fait la tête sérieusement pendant une semaine entière après ça. Il a cessé de nous parler, a évité les filles et s'est enfermé dans sa chambre dès qu'il était à la maison. À un moment, je l'ai entendu dire à sa sœur, il se fiche de ce que je veux. Il me traite comme un gamin qui n'a pas son mot à dire. Ça m'a un peu touché, je ne vais pas mentir. Je pense que nous lui avons donné beaucoup d'espace pour grandir. À 16 ans, il a eu bien plus de liberté que moi. Il a le droit de sortir avec des amis. Il gère son propre argent et nous l'avons traité comme un jeune adulte quand c'était approprié. Mais quand il s'agit de nous prioriser en tant que famille, je ne m'excuserai pas de maintenir cette ligne ferme, surtout quand le sacrifice qu'il fait est quelques semaines de salaire et de chlore. Nous lui avons dit à nouveau fermement 2 semaines avant le voyage qu'il viendrait avec nous. Il a argumenté. Il a même demandé s'il pouvait rester chez la famille d'un ami pendant la semaine et simplement travailler. C'était un non catégorique, pas parce que nous ne lui faisons pas confiance. C'est un bon gamin. Nous lui faisons confiance. Mais parce que nous savions pertinemment qu'à la seconde où nous le laisserions sauter une fois, cela ouvrirait la porte à ce que tout le reste devienne plus important. L'année prochaine, ce serait une petite amie, puis les visites d'université, puis tout le reste. La tradition compte. Ce n'est pas juste une semaine de congé. C'est ce qui nous permet de rester soudés. La semaine de vacances arrive. Nous faisons nos bagages, nous y allons, et dès la seconde où nous quittons l'allée,
il a cette expression impassible. Bras croisés, écouteurs dans les oreilles, aucune interaction. Nous pensions qu'il se détendrait une fois sur place, comme il le fait toujours. Non. Toute la semaine, il nous a à peine parlé. Il a refusé de venir à la plage. Il est resté à l'intérieur, n'a pas voulu dîner avec nous, et n'a pas voulu jouer aux cartes ni se promener avec ses sœurs. Mon mari a essayé d'avoir une conversation à cœur ouvert avec lui un soir, en disant « Je sais que tu es en colère, mais c'est plus important qu'un travail. Tu en auras des dizaines dans ta vie, mais tu n'as qu'une seule famille. » Sa réponse « Ouais, et vous me traitez comme votre employé. » Ça a piqué et je ne prétendrai pas que nous avons géré ça avec grâce à chaque fois. Il y a eu quelques grosses disputes. Une fois, mon mari s'est emporté contre lui parce qu'il passait toute la journée à l'intérieur à faire défiler son téléphone et notre fils a crié « Vous m'avez forcé à venir ici et vous m'avez fait virer. Qu'est-ce que vous vous attendez à ce que je fasse, putain ?» Et oui, c'est ça le truc. Il s'est fait virer. À mi-parcours du voyage, il a reçu un court email de son patron. « Nous allons continuer sans vous. Bonne chance. » Il nous l'a montré comme s'il voulait nous faire voir ce que nous avions causé. Je comprends. Il s'est senti trahi. Il avait travaillé dur et était fier de son travail. Et pour lui, nous l'avons mis de côté comme si ça n'avait pas d'importance. Je ne pensais vraiment pas qu'il le laisserait partir pour ça. Mais nous lui avions dit avant de partir, s'il le faisait, alors tant pis. Donc oui, il a été viré. Et au lieu d'utiliser le reste de la semaine pour essayer de se remettre émotionnellement, il a juste ruminé, n'a pas voulu parler, n'a pas voulu rire, n'a voulu participer à rien. Les filles l'ont remarqué. Ma fille de 13 ans m'a demandé un soir, pourquoi il nous déteste maintenant? Ça m'a brisé le cœur. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous lui avons dit qu'il était puni pour la façon dont il s'était comporté. Pas pour être en colère, je comprends la colère, mais pour avoir carrément refusé de participer, pour avoir été cruel avec ses sœurs et pour la manière irrespectueuse dont il nous a parlé. Il nous a crié dessus, a dit que nous le punissions pour notre décision, que nous lui avions coûté quelque chose, puis que nous le punissions pour ne pas en avoir souri. Il est monté, a claqué sa porte et n'est pas sorti pendant des heures. Et même si je crois toujours que nous avons fait ce qui était juste pour la famille, j'admets que les conséquences n'ont pas été faciles. Il est froid maintenant. Poli mais distant. Il dîne, dit merci et fait ses corvées, mais tout est robotique, comme s'il portait un masque. Ça fait maintenant plus de 2 mois. Il a trouvé un nouveau travail dans une autre piscine, donc ce n'est pas comme si ça l'avait ruiné ou quoi que ce soit. Mais il est toujours amer. Il en parle encore dès qu'il y a une dispute. Il dit, vous avez montré votre vrai visage. Que vous vous souciez plus de jouer à la famille heureuse que de ce que je veux. Il n'arrête pas de répéter, vous ne m'avez même pas demandé ce que je voulais. Vous avez juste décidé. Et voilà le truc. Il n'a pas tort. Nous ne lui avons pas demandé ce qu'il voulait. Nous avons supposé que nous le savions déjà, qu'il s'en remettrait comme chaque année. Qu'une fois arrivé à la plage et que les choses se seraient calmées, il retrouverait le rythme. Que ce travail n'était qu'une chose temporaire et que nous pouvions imposer notre décision parce que nous étions les parents. Nous n'essayions pas de lui gâcher quoi que ce soit. Nous ne pensions simplement pas que son premier emploi à temps partiel était si sérieux. Et honnêtement, je ne le pense toujours pas. Mais avec le recul, je peux voir comment, de son point de vue, il a probablement eu l'impression que nous l'avions traité comme un enfant après lui avoir donné un avant-goût d'indépendance. Il a pris l'initiative de se former, de passer des entretiens et de commencer à économiser. Et il était fier de son travail, et nous l'en avons retiré comme si ça n'avait pas d'importance. Pourtant, je ne peux pas prétendre que nous le regrettons. Je ne le regrette pas. Ce voyage est plus qu'une simple vacance. C'est une histoire. C'est l'une des rares choses qui nous lie tous les 5. Nous y sommes allés même les années où nous étions fauchés. Quand le travail de mon mari était en suspens et quand ma plus jeune avait la varicelle et que nous l'avons juste gardée à l'intérieur de la maison tout le temps, nous n'avons jamais sauté une année. Nous savions qu'une fois que nous ouvririons la porte à « j'ai du travail » ou « j'ai des projets », nous perdrions cette tradition. Pas seulement avec lui, mais avec tous. Et que reste-t-il quand vos enfants se dispersent et ne regardent pas en arrière? À quoi vous accrochez-vous quand il ne reste plus rien qui soit juste pour la famille? Alors oui, nous l'avons forcé. Nous l'avons forcé à venir. Nous l'avons forcé à mettre la famille en premier parce qu'il a 16 ans, parce que nous sommes toujours les parents.
Et pour le meilleur ou pour le pire, nous essayons de maintenir quelque chose ensemble. Et pourtant, je peux sentir que ça se fissure. Il ne rit plus avec ses sœurs. Il ne plaisante plus avec nous. Il quitte la maison tôt pour le travail, reste dehors plus longtemps et nous regarde à peine dans les yeux quand nous parlons. Il n'est pas hostile, mais il s'est déconnecté. C'est différent maintenant. Et peut-être que ce n'était que le catalyseur. Peut-être que nous étions déjà sur le point de perdre ce lien et ne l'avions pas vu. Mais le silence maintenant, il est plus fort que tout ce qu'il nous a crié cette semaine-là. Il y a quelques soirs, je l'ai trouvé dans le garage en train de travailler sur son vélo. Il ne m'a pas entendu au début, et quand il m'a vu, il avait juste l'air fatigué. Pas physiquement, mais émotionnellement, comme s'il nous avait déjà rayé de sa vie. J'ai demandé s'il voulait de l'aide. Il a secoué la tête et a dit, « Tu ne comprendrais pas », j'ai dit, « Et c'est moi ». Il a levé les yeux une seconde et a dit, « Pourquoi devrais-je ? Vous avez déjà fait votre choix. C'est la partie qui me reste en tête. » Qu'il voit cela comme un choix, comme si c'était une bifurcation sur la route et que nous avions choisi la tradition familiale plutôt que lui. Je ne suis toujours pas d'accord avec ça, mais je vois comment il pourrait le croire. Pour ce que ça vaut, mon mari reste ferme sur sa position. Il dit que nous avons pris la bonne décision. Qu'un adolescent ne dicte pas le programme familial, surtout pas pour un petit boulot à la piscine. Que nous n'avons pas ruiné sa vie. Nous lui avons appris une leçon sur les priorités. Mais même lui est plus silencieux ces derniers temps. Je l'ai surpris en train de revoir de vieilles vidéos de vacances sur son téléphone le week-end dernier. Il n'a rien dit, a juste posé le téléphone et est parti. Ma fille du milieu a commencé à parler du voyage de l'année prochaine avec une voix pleine de prudence. Elle a demandé si son frère viendrait et je n'avais pas de réponse. Ma plus jeune a fait un collage de photos du voyage et ne l'a inclus dans aucune photo. Elle a dit qu'il n'était pas vraiment là. C'est comme s'il disparaissait lentement de notre unité et que nous prétendions ne pas le remarquer. Nous avons essayé de lui parler une fois depuis. Nous avons dit que nous comprenions qu'il se sentait blessé et que nous aurions peut-être dû en discuter davantage, mais il a juste répondu, « Vous n'avez pas respecté mes choix à ce moment-là, alors pourquoi croirais-je que vous le feriez maintenant ?» Il a été embauché dans une autre piscine, n'est-ce pas? Meilleur salaire, meilleur manager, et il y est vraiment heureux. Donc, non, ça n'a pas ruiné sa vie professionnelle. Ça n'a pas gâché son avenir. D'un point de vue pratique, tout va bien. Mais il n'est pas bien avec nous, et je ne sais pas s'il le sera un jour. Nous ne pensons pas lui devoir des excuses pour avoir choisi de maintenir une tradition familiale. Nous ne lui avons pas enlevé son avenir. Nous l'avons fait manquer une semaine de travail à 16 ans. Ce n'est pas une trahison. Mais il le voit clairement différemment. Il pense que nous avons dévalorisé son autonomie et jeté ses efforts comme s'ils ne signifiaient rien. Que nous avons décidé de la famille selon nos termes et attendions de lui qu'il arbore un faux sourire. Et peut-être que c'est vrai. Alors me voilà. De l'extérieur, cela ressemble à une réaction excessive, un adolescent qui fait son drame parce qu'il a manqué quelques gardes, mais dans notre maison, ça a tout changé et je ne sais pas si nous le récupérons. Commentaire 1, écoutez, vous n'avez pas le droit de parler d'enseigner les priorités quand votre leçon était, si tu ne fais pas ce qu'on dit, on va foutre ta vie en l'air et appeler ça un moment de cohésion familiale. Le gamin avait un travail, un vrai, pas un simple babysitting. Il a obtenu une certification, était ponctuel et faisait quelque chose de responsable à 16 ans. C'est sacrément rare. Vous ne l'avez pas seulement forcé à partir en voyage. Il vous a clairement dit qu'il ne pouvait pas prendre congé. Vous lui avez coûté de l'argent, de l'expérience et une référence, puis vous l'avez puni pour avoir réagi comme un être humain normal. Quel genre de message est-ce? On va te forcer à faire quelque chose contre ta volonté, puis on te punira d'être contrarié. Ne soyez pas surpris quand il coupera les ponts à 18 ans et emportera vos sacrées traditions familiales avec lui. Vous avez tort. Commentaire 2, je pense que vous ne comprenez vraiment pas ce que vous avez fait ici. Vous dites que c'est juste un travail à temps partiel. Mais pour lui, ce n'était pas le cas. C'était son truc. Son premier pas dans la responsabilité du monde réel, et vous avez piétiné ça à cause de vacances. De mon point de vue, on dirait que vous êtes plus nostalgique du gamin qu'il était que disposé à accepter qui il devient. Il a essayé de prendre sa vie en main, et vous avez mis fin à ça pour pouvoir prétendre que tout est encore comme il y a 5 ans. Je comprends que le voyage signifie beaucoup pour vous. Mais maintenant, c'est un symbole de ressentiment pour lui,
pas de famille. Vous avez brisé la confiance et maintenant il en a juste marre. Je ne m'attendrai pas à le voir beaucoup après ses 18 ans, à moins que quelque chose ne change. Vous avez tort. Commentaire 3, je comprends le truc de la tradition familiale. Mais vous avez mal joué. Très mal. Ce travail signifiait quelque chose pour lui. Ce n'était pas une question de salaire. C'était une question d'être enfin pris au sérieux. Vous lui avez retiré ça et ensuite vous l'avez puni comme s'il avait 8 ans pour être énervé. Allons. Il n'a pas jeté une chaise à travers le mur. Il s'est replié sur lui-même. C'est bien plus mature que ce à quoi je me serais attendu à 16 ans. Et je sais ce que vous pensez. Que si vous le laissiez sauter le voyage une fois, la tradition mourrait. Mais vous avez tué la tradition de toute façon. Vous l'avez fait venir physiquement, mais mentalement, il a quitté cette maison de plage à la seconde où il est monté dans la voiture. Mise à jour alors, je ne prévoyais pas de faire une mise à jour, mais beaucoup de choses se sont passées ces 2 derniers mois, et honnêtement, les choses ont empiré et sont devenues étrangement incontrôlables. Je vais essayer de garder cela aussi clair que possible, car même moi j'ai du mal à suivre à quelle vitesse tout a dégénéré. Après mon message original, les choses étaient déjà tendues, mais j'ai convaincu mon mari que nous devrions essayer une thérapie familiale. Je pensais sincèrement que cela l'aiderait à voir que les traditions comptent et qu'un tiers pourrait peut-être expliquer la priorité familiale mieux que nous. C'était ma première erreur. Nous allons en thérapie et notre fils reste silencieux tout le temps jusqu'à ce que le thérapeute lui demande directement « Qu'est-ce que vous avez l'impression qui n'a pas été entendu ?» Et c'est comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Il dit « Il ne me valorise pas en tant que personne avec ma propre volonté. Il me valorise comme un accessoire dans leur tradition. » Mon mari l'a immédiatement interrompu en disant « C'est dramatique. » Et le thérapeute lui a demandé de ne pas l'interrompre. Ça l'a énervé. Mon mari a dit « Vous ne comprenez pas. » Il réagit de manière excessive à la perte de quelques gardes en tant qu'employé adolescent. Et mon fils a répondu « Vous n'avez pas perdu de garde. J'ai perdu la confiance. » Le thérapeute nous a demandé si nous avions discuté du voyage avec lui ou si nous lui avions donné un vrai choix. J'ai dit « Nous sommes les parents et nous ne pensions pas que cela nécessitait une négociation. » Le thérapeute ne nous a pas jugés, mais a demandé pourquoi nous pensions que la cohésion familiale devait nécessiter une participation forcée. Ça a fait sortir mon mari de ses gonds. Il a dit « Si vous prenez son parti, nous avons terminé. » Il est sorti. La séance s'est terminée là. Le fils n'a rien dit dans la voiture. La tension est devenue encore plus glaciale. Puis Thanksgiving est arrivé. Nous avions de la famille, mes parents, ses parents, ma sœur et son mari. Pendant le dîner, ma belle-mère a mentionné à quel point elle admirait la façon dont nous maintenions la tradition annuelle de la plage. J'aurais aimé qu'elle n'ait rien dit. Mon fils l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Oui, il vous vire de votre propre vie si vous essayez de la manquer. » Tout le monde s'est tu. Mon mari a essayé de dire quelque chose comme « Ne commence pas », mon fils a dit « Non, racontons-leur comment j'ai perdu mon travail parce qu'ils m'ont forcé à partir en voyage et m'ont puni pour ne pas avoir été assez joyeux à ce sujet. » Mon beau-père a fait une grimace comme s'il n'était pas surpris. Ma sœur m'a regardé comme pour dire « C'est vrai, ça ?» Mon mari s'est mis sur la défensive et a dit « Nous n'avons rien ruiné. » Il a trouvé un autre travail. Mon fils a répondu « Ce n'est pas la question, mais vous ne comprenez toujours pas ça. » Puis il a quitté la table. Ma fille de 13 ans l'a suivi. Ma fille de 10 ans a pleuré. Ma mère m'a chuchoté quelque chose sur le fait que, peut-être que ça n'a pas été bien géré. Ma sœur avait l'air mal à l'aise. Tout le dîner s'est effondré. Mon mari était furieux et a dit que notre fils nous avait humiliés exprès. Une semaine plus tard, juste après son 17e anniversaire, qu'il a à peine célébré avec nous, il a fait la fête avec des amis, j'ai trouvé une lettre tapée sur son bureau, adressée à nous deux. Je ne vais pas tout écrire, mais voici quelques lignes gravées dans ma mémoire, ce voyage n'est plus une tradition pour moi. C'est un rappel du moment où j'ai réalisé que vous préféreriez préserver une image de ce que nous étions plutôt que d'accepter qui je deviens. Je ne vous fais pas confiance pour me soutenir quand je prends des décisions pour moi-même. Je prévois déjà de déménager dès que j'aurai mon diplôme, et je ne viendrai probablement pas au futur voyage. Je ne simulerai pas un bonheur familial pour votre tranquillité d'esprit. Arrêtez de dire que vous l'avez fait par amour. J'ai pleuré en la lisant. Pas parce que je pense que tout ce qu'il a dit est complètement juste,
mais parce que j'ai réalisé à quel point il est sérieux au sujet de partir émotionnellement. Je n'arrête pas de me dire qu'il a 17 ans, que c'est dramatique, mais ça ne ressemble pas à un drame d'adolescent. Ça semble définitif. Mon mari l'a lu, est devenu très silencieux, puis a dit, c'est ce que tu voulais. Tes conneries de thérapie, tes discours émotionnels. C'est là que tu nous as menés. Il dit que c'est moi qui ai fait escalader la situation en allant en thérapie, en validant ses sentiments. Il pense que si nous étions restés fermes et n'avions montré aucune culpabilité, notre fils s'en serait remis avec le temps. Maintenant, il me parle à peine, sauf pour des questions de logistique. Il m'a mise à l'écart émotionnellement. Il prétend que j'ai fait paraître notre famille faible et que j'ai laissé notre fils penser qu'il est aux commandes. Pendant ce temps, notre fils a pratiquement déplacé sa vie émotionnelle en dehors de la maison. Il est soit au travail, soit avec des amis, soit dans sa chambre avec des écouteurs. Il est poli avec les filles et les aidera encore avec leurs devoirs, mais il ne plaisante plus avec elles. Ma fille de 13 ans dit qu'il est ailleurs mentalement. Ma fille de 10 ans n'arrête pas de demander si nous l'avons ruiné. La semaine dernière, j'ai essayé de lui parler. J'ai dit, je ne regrette pas de nous avoir voulu ensemble, mais je suis désolé que tu te sentes blessé. Il a répondu, ce ne sont pas des excuses. C'est toi qui te défends encore. Il m'a demandé directement, si j'avais dit que je ne voulais vraiment pas y aller, m'aurais-tu laissé rester? Et j'ai figé parce que même maintenant, je ne suis pas sûr de l'avoir fait. J'ai dit, je ne sais pas. Il a dit, c'est exactement pour ça que je ne peux pas te faire confiance. Il est parti. Maintenant, mon mari veut complètement annuler toute discussion sur le prochain voyage parce qu'il pense que c'est trop dramatique d'en parler en ce moment. Mais je veux toujours y aller et j'espère sincèrement que nous pourrions réparer les choses en y allant à nouveau avec une approche différente, plus de liberté, etc. Mais mon mari dit que je suis délirante si je pense que l'Y traîné à nouveau arrangera quoi que ce soit. Je suis maintenant coincé dans un état intermédiaire étrange où je regrette les retombées, mais je ne pense toujours pas que forcer un jeune de 16 ans à participer à un voyage familial aurait dû provoquer une réaction nucléaire de ce niveau. Oui, nous avons mal géré la situation. Oui, le punir était une erreur. Oui, je comprends maintenant que nous avons sous-estimé l'importance de ce travail pour lui. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il réécrit cela comme de l'abus émotionnel alors que c'était une mauvaise décision parentale, pas un contrôle malveillant. Et mon mari insiste sur le fait que je suis la raison pour laquelle c'est toujours un problème. Je suis prise entre un fils qui s'éloigne et un mari qui agit comme si j'avais brisé la famille en essayant de régler ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment réparer ça. Je veux récupérer mon fils, mais pas en tant que participant forcé. Je veux que mon mari arrête de me blâmer. Je ne veux pas que le prochain voyage à la plage soit l'enterrement de notre relation. Je ne sais même pas si suggérer que nous réessayions aiderait ou détruirait ce qui reste. Devons-nous annuler les futurs voyages? Dois-je m'excuser même si je crois toujours qu'il a réagi de manière excessive? Y a-t-il un moyen de sauver cela sans renoncer complètement à l'autorité ou le traiter comme une victime de quelque chose de plus grand que ce que c'était réellement? Comment avancer à partir d'ici sans le perdre pour de bon? J'ai besoin de conseils. Commentaire 1, mon Dieu, OP, vous parlez encore du prochain voyage à la plage après tout ce qui s'est passé. Vous avez eu une explosion en thérapie, un fiasco à Thanksgiving et une lettre d'adieu tapée, et vous vous accrochez toujours à cette idée comme si la maison de plage était un sortilège magique qui recollerait votre famille. Laissez tomber. Votre fils ne réagit pas de manière excessive. Il réagit à une vie entière où il n'a pas été écouté, et ce travail n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous continuez à dire que vous ne regrettez pas d'avoir voulu la famille ensemble. D'accord, très bien. Mais ce que vous devriez regretter, c'est d'avoir forcé la cohésion au lieu de la mériter. Et votre mari vous blâme. C'est un comble. Il n'a pas seulement suivi. Il a puni le gamin et a pété les plombs en thérapie. Maintenant, il rejette la faute parce que c'est plus facile que d'affronter le fait que son style parental contrôlant a détruit la confiance de votre fils. À ce stade, votre fils planifie sa sortie. Il vous reste quelques mois avant l'obtention de son diplôme, et chaque décision à partir de maintenant compte. Si vous mentionnez un autre voyage à la plage, vous allumez la dernière allumette. Arrêtez d'essayer de revivre de vieux souvenirs. Commencez à être présente dans le présent où votre fils vous dit haut et fort, « Je ne suis plus ton petit garçon ». Commentaire 2, je vais être direct. Vous ne comprenez toujours pas. Vous parlez de regret, mais seulement dans le sens du résultat,
pas de ce que vous avez réellement fait. Vous avez forcé un adolescent à perdre son travail, puis vous l'avez puni pour avoir eu des réactions émotionnelles normales, puis vous avez agi comme si vous étiez choqué qu'il ne veuille pas jouer à la famille heureuse. Et maintenant, après une année complète de retombées, vous planifiez toujours un autre voyage en famille. Vous n'essayez pas de réparer ça. Vous essayez de le réinitialiser à une version qui est confortable pour vous. Vous ne l'écoutez pas. Vous le gérez. Vous ne tendez pas la main. Vous posez un appât. De plus, votre mari semble être émotionnellement abusif. Désolé, mais s'il vous ignore, vous blâme et qualifie la thérapie de « connerie », il n'est pas un parent. Il est en plein trip de pouvoir. Vous deux avez forcé votre fils à prendre une décision, et maintenant il est le seul à agir comme un adulte. Vous n'avez pas seulement mal géré cela. Vous avez fait en sorte que votre fils choisisse entre son identité et votre nostalgie. Il s'est choisi lui-même et au lieu d'écouter, vous demandez à Reddit comment le piéger pour une autre photo de plage. Grandissez un peu. Commentaire 3, vous avez tort. Vous voulez sauver la situation tout en prévoyant de l'entraîner dans d'autres vacances? Comment pouvez-vous encore passer à côté du sujet à ce point? Votre fils vous a dit par ses mots, ses actions et une lettre que ce voyage représente la trahison, pas la cohésion. Et votre réponse est de persister et de l'organiser à nouveau. C'est comme dire, je sais que tu détestes cette chose qui a brisé ta confiance, alors en voilà encore plus. De plus, soyons réalistes. Vous n'avez pas seulement mal géré un voyage. Il s'agit d'années de non-respect des limites. Le travail a été un tournant. Beaucoup d'entre nous ont eu ce moment avec nos parents où nous avons réalisé qu'ils ne nous verraient jamais comme des individus. C'était le sien. Vous ne préservez pas une tradition familiale. Vous préservez le contrôle déguisé en nostalgie. Si vous ne changez pas votre approche, et vite, vous vous demanderez un jour pourquoi il n'amène jamais ses enfants. Réveillez-vous. Mise à jour finale, j'ai dit que je laisserais tomber, mais je ne peux pas. Je dois dire ce qui s'est passé. J'ai maintenu le voyage. J'ai réservé la maison, chargé la voiture et dit aux filles que nous partions. Mon mari a dit, tu es sûr de vouloir forcer ça à nouveau? Je lui ai dit que je ne forçais rien, que je voulais juste une semaine où les choses ne sembleraient pas s'effondrer. Mon fils n'est pas venu. Je le lui ai dit 2 semaines avant notre départ. Sa réponse, tu sais ce que j'en pense. Je n'y vais pas. Je ne ferai plus semblant. C'est tout. Je lui ai demandé une dernière fois la veille de notre départ. Il a dit, j'ai déjà dit non. Je lui ai dit qu'il pouvait rester chez ses grands-parents. Il a dit qu'il s'était déjà arrangé pour rester chez un ami. Je n'ai pas demandé qui, alors nous sommes partis sans lui. Ça semblait déjà mal parti avant même d'arriver sur l'autoroute. Les filles étaient silencieuses. Mon mari conduisait avec la mâchoire serrée tout le temps. Nous sommes arrivés, avons déballé, et la première nuit a été d'un silence de mort. J'ai dit à tout le monde que nous irions à notre glacier habituel. Seule ma plus jeune est venue. Ma fille de 13 ans a dit qu'elle n'en avait pas envie. Mon mari est resté. C'était le ton des premiers jours. Tout le monde coexistait. Pas de joie. J'ai essayé de rester positive, j'ai préparé le petit déjeuner, sorti des jeux de société et suggéré des promenades sur la plage. Chaque suggestion est tombée à plat. Puis est arrivé le 4e jour. Nous étions censés avoir un dîner sur la plage, le genre que nous faisions avant. Foyer, musique, grillade. J'avais tout emballé. J'ai demandé aux filles de m'aider. Ma fille de 13 ans a haussé les épaules et a dit, pourquoi? Il n'est pas là. Ce n'est pas pareil. Mon mari n'a même pas levé les yeux de son livre. J'ai perdu le contrôle. J'ai dit, vous savez quoi? J'en ai tellement marre de cette merde. J'ai jeté la spatule par terre. Tout ce que je voulais, c'était une semaine. Une putain de semaine où on pourrait agir comme une famille à nouveau. Mais non, tout le monde doit être misérable parce que, Dieu nous en préserve, on essaie de faire quelque chose de normal. Mon mari m'a dit de me calmer. Ça a été la goutte d'eau. J'ai crié. Je suis la seule qui essaie encore. Il s'est barré. Tu t'es déconnecté. Elle est à 2 doigts de me détester comme il le fait. Et la seule personne qui s'en soucie encore, c'est une gamine de 10 ans. Et maintenant, même elle a l'air d'avoir peur de moi. Ma fille pleurait. Ma fille de 13 ans avait l'air horrifiée.
Mon mari s'est levé et a dit, tu dois te ressaisir. Et j'ai juste craqué. J'ai donné un coup de pied dans le foyer avant même qu'on l'allume. J'ai attrapé la glacière et je l'ai vidée. J'ai jeté les stupides assiettes en carton et les fourchettes en plastique dans le sable. J'ai crié que je détestais cette maison, que je détestais la plage et que je détestais toute cette fausse famille de merde. J'ai dit, vous voulez tous me blâmer? Très bien, allez-y. Je suis le monstre maintenant. Disons-le. Personne n'a rien dit. Je suis retourné à la maison. Ma plus jeune m'a suivi quelques minutes plus tard. Mon mari et ma fille adolescente sont restés dehors. Je pouvais les voir par la fenêtre, assis en silence, sans se parler. Le lendemain matin, mon mari a dit, on devrait partir plus tôt. Je lui ai dit, il nous reste 3 jours. Il a répondu, ça ne sert à rien. On a fini de faire semblant. Nous avons fait nos bagages. Le trajet du retour était comme un enterrement. Quand nous sommes rentrés à la maison, mon mari est monté directement. Ma fille de 13 ans a claqué sa porte. Je suis entré dans la cuisine et j'ai regardé le sac de guimauve que nous n'avons jamais utilisé. Les jours suivants ont été pires. Ma fille de 13 ans a commencé à agir comme son frère, froide et distante. Elle a demandé à son père si elle pouvait passer plus de temps chez son ami le week-end. Et maintenant, mon mari me regarde à peine. Il fait le strict minimum, vaisselle, poubelle, facture, mais c'est tout. Pas de chaleur, pas de conversation, rien. C'est comme si j'avais brûlé la dernière once de crédibilité que j'avais. J'ai essayé de lui parler l'autre soir. J'ai demandé, tu penses vraiment que tout est de ma faute? Il a répondu, je pense que tu voulais gagner. Tu te fichais du prix à payer. Je lui ai dit, je voulais juste retrouver notre famille. Il a dit, tu voulais la version de notre famille qui écoute, sourit et se tait. Tu ne voulais pas la vraie. Ça a frappé plus fort que tout ce que mon fils a dit. Alors, me voilà. J'ai ruiné le voyage. J'ai ruiné la famille. Et avant que quiconque me dise que je ne comprends toujours pas, je comprends. Je comprends. Mais je ne sais pas comment défaire ça. Je ne sais pas comment être dans cette maison où personne ne me regarde. Où mes enfants deviennent des étrangers. Mon mari ne me parle que lorsqu'il y a une facture ou un trajet à faire. Je voulais une semaine inoubliable. J'en ai une que je n'oublierai jamais pour toutes les mauvaises raisons. Je sais que j'ai explosé. Je sais que je suis devenue folle, mais j'avais l'impression que plus personne ne s'en souciait. Et peut-être qu'il ne s'en soucie pas. Je voulais donner des souvenirs à mes enfants. Tout ce que je leur ai donné, c'est un traumatisme. Alors oui, si vous allez me dire que je mérite ça, allez-y. Je le mérite probablement. Mais si quelqu'un a quelque chose à dire sur la façon dont je peux me remettre de ça, j'écouterai. Je n'ai plus d'autre choix maintenant. Commentaire, hein, vous n'avez pas seulement explosé. Vous avez tout fait sauter. Et ce qui est pire, c'est que vous présentez encore la situation comme si tout le monde avait échoué à vous donner ce que vous vouliez. Comme si vous méritiez leur affection parce que vous avez planifié des repas et emballé des glacières. Vous continuez à dire, je voulais retrouver ma famille. Non, vous vouliez votre image de la famille. Une qui n'incluait pas votre fils disant non, votre mari en ayant marre ou votre fille posant des limites. Vous ne voulez pas de connexion. Vous voulez de la conformité. Ma mère était pareille. Joie forcée. Elle criait quand nous ne la reflétions pas. Elle faisait des crises de colère quand nous nous éloignions. Il m'a fallu des années pour réaliser qu'elle ne nous élevait pas, elle jouait un rôle. Et quand nous ne jouions pas nos rôles, elle s'effondrait. Ce voyage n'a jamais été une question de cohésion. C'était de la nostalgie. Et maintenant que personne ne nourrit votre fantasme, vous vous effondrez. Pas parce que vous êtes mauvaise, mais parce que vous n'avez jamais construit de vraies relations. Vous avez construit des routines et supposé que l'amour comblerait les vides. Vous n'êtes pas la victime. Vous êtes la conséquence. Commentaire 2, je ne pense pas que vous soyez mauvaise. Je pense que vous êtes en mode de survie émotionnelle et que vous l'êtes depuis longtemps. Mais voilà le truc. Ce que vous avez fait ne concernait pas une seule crise. C'était l'aboutissement d'années de mauvaise gestion émotionnelle. Vous avez clairement été élevé avec l'idée que l'unité familiale se préserve par des rituels et en tenant bon, peu importe le coût. Vous avez donc transformé ce voyage en une chose sacrée parce que c'était tangible. Mais la connexion ne se crée pas par des événements.
Elle se construit par la présence, l'empathie et en laissant vos enfants devenir des personnes. Vous n'avez pas permis cela. Votre fils a réalisé qu'il était manipulé émotionnellement et a choisi de se retirer. Votre mari a vu que vous ne pouviez pas lâcher prise et a cessé d'essayer. Votre fille a observé les deux, a vu votre crise et a décidé qu'il n'était pas sûr de vous faire confiance non plus. Vous dites que vous vouliez donner des souvenirs à vos enfants, mais les souvenirs sans sécurité émotionnelle ne sont que de la performance. Et vous en avez fait des acteurs dans une pièce pour laquelle ils n'ont pas auditionné. Vous devez cesser de courir après un retour à l'avant, c'est fini. S'il y a de l'espoir, c'est en démantelant le fantasme et en reconstruisant à partir de la réalité. Cela commence par vous. Deuxième histoire, ma petite amie capricieuse gagne 75% de moins que moi et dépense plus. Elle exige que nous joignions nos comptes pour qu'elle ait de l'argent pour ses loisirs. Puis elle partage mes finances avec sa sœur, prétend que je suis égoïste et rompt avec moi. Maintenant, elle est revenue pour essayer une dernière fois. J'ai refusé et maintenant elle me demande de payer son loyer. Je vais essayer de faire court. Ma petite amie et moi avons emménagé ensemble l'été dernier. Nous partageons les dépenses communes, loyer, charges, courses, etc., au prorata de nos revenus. Je gagne environ 3 fois plus que ma petite amie. Par conséquent, je paie 75% de nos dépenses communes. Je n'ai pratiquement aucune dépense en dehors des dépenses communes. Ma petite amie a beaucoup de dépenses en dehors de nos dépenses communes. Elle a un crédit auto, des prêts étudiants, des primes d'assurance maladie, des dettes médicales, des dettes de carte de crédit personnel, etc. À la fin du mois, il ne lui reste pas beaucoup d'argent. Il me reste pas mal d'argent à la fin du mois, mais j'en épargne la majeure partie. J'ai un compte loisir pour me faire plaisir de temps en temps. Il y a environ un mois, ma petite amie m'a approché avec l'idée de combiner nos revenus pour que nous ayons chacun de l'argent à la fin du mois pour épargner et ou faire des choses amusantes. J'ai catégoriquement refusé cette demande. Je pense que partager les dépenses communes au prorata des revenus est le modèle juste pour un couple non marié comme nous vivons ensemble. Et c'est ce que nous faisons. Le week-end d'Halloween, la sœur de ma petite amie et son fiancé organisent respectivement leurs enterrements de vie de jeune fille et de garçon. Ma petite amie va à l'enterrement de vie de jeune fille et je vais à celui de garçon. L'enterrement de vie de garçon sera un week-end entre mecs en Floride. L'enterrement de vie de jeune fille est beaucoup plus modeste en raison de l'incapacité de ma petite amie à contribuer de manière significative au fond pour la fête. Ma petite amie et sa sœur ont parlé de la situation. Ma petite amie a dit à sa sœur qu'elle ne pouvait pas se permettre un grand voyage. La sœur de ma petite amie a demandé comment je me permettais le voyage pour l'enterrement de vie de garçon. Puis, pour des raisons qui n'ont toujours aucun sens pour moi, ma petite amie est entrée dans les détails sur combien je gagne et combien j'ai en épargne. J'ai des économies substantielles parce que j'ai fait mes études grâce à une bourse. Et après avoir obtenu mon diplôme, mes parents m'ont offert tout mon fonds d'études. La sœur de ma petite amie a convaincu ma petite amie que je suis égoïste avec l'argent. Même si je couvre 75% des dépenses communes et 100% de nos sorties, je suis assez énervé que ma petite amie ait partagé mes informations financières personnelles avec sa sœur. Mais ma position sur la mise en commun de nos revenus reste inchangée. Commentaire 1, je dis ça en tant que femme. Ne mettez pas vos finances en commun avec elle. Vous couvrez déjà plus qu'elle. 75% des dépenses communes et 100% des rendez-vous. Elle dépasse les bornes en demandant plus et en jacassant avec sa sœur. Elle doit mieux gérer son budget ou trouver un travail à temps partiel ou quelque chose si elle veut de l'argent supplémentaire. Tu n'es pas en tort, mais elle l'est définitivement. Commentaire 2, je n'épouserai pas cette femme. Commentaire 3, tu n'es pas en tort. Ces dettes ne sont pas de ta faute. Commentaire 4, ne combinez pas vos finances avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié. Même après le mariage, de nombreux couples gardent les choses séparées et ont des comptes communs pour les factures et éventuellement les grosses dépenses ou l'épargne retraite, où ils conviennent qu'un certain montant ira aux factures, à l'épargne, puis à un compte loisir. Je pense que cela va envenimer les choses. Vous avez des approches différentes de l'argent et des niveaux d'endettement différents. Vous pourriez envisager une thérapie de couple et s'il vous plaît, souvenez-vous que si vous épousez cette personne, sa dette deviendra votre dette. Il existe certainement des stratégies pour gérer cela en couple, que je ne commencerai pas avant le mariage. Mais si vous avez des approches radicalement différentes des finances, cela ne deviendra qu'un problème plus important. Et si elle est à l'aise pour partager chaque détail de votre relation avec sa sœur, ce que certaines personnes font,
alors je m'attendrai à ce qu'à un moment donné, chaque problème que vous aurez parvienne aux oreilles de sa sœur. Enfin, si sa sœur est quelqu'un qui peut influencer sa façon de penser, je prendrai également note d'elle. Pensez-vous différemment toutes les deux? Où les différences apparaissent-elles et sur quelles questions? Si vous et sa sœur êtes incompatibles sur des points importants, vous pourriez considérer ce que cela signifie également. Je ne prendrai pas d'autres engagements à long terme avec elle et certainement pas d'enfant tant que vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. Jugement, tu n'es pas en tort. Mise à jour 4 jours après mon message, j'ai eu une longue conversation avec ma petite amie. Avant d'emménager ensemble, nous avions eu une longue discussion sur les dépenses que je couvrirais et pourquoi. La raison pour laquelle j'ai emménagé avec elle était de lui alléger une partie du fardeau des dépenses quotidiennes afin qu'elle puisse rembourser ses dettes et économiser un peu chaque mois. Avant que nous emménagions ensemble, elle s'endettait chaque mois juste pour couvrir ses dépenses. Je voulais l'aider, mais je voulais aussi continuer à économiser une somme substantielle chaque mois pour acheter une maison. Nous avons reparlé de tout cela. Je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde. J'ai demandé à ma petite amie si quelque chose avait changé. Elle m'a dit que non. Elle n'est tout simplement pas satisfaite de cet arrangement. Elle a des amis qui sortent ensemble depuis moins longtemps que nous, mais qui partagent l'argent plus facilement que nous. C'est ce qu'elle veut. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord avec cet arrangement, et que si c'est ce qu'elle voulait, nous devrions probablement rompre pour qu'elle puisse le trouver. Elle a accepté. Peu de temps après cette discussion, j'ai contacté le propriétaire pour essayer de voir si nous pouvions négocier une résiliation anticipée du bail pour nous deux. Je suis toujours en discussion avec eux. Mon ex cherche un nouvel endroit pour elle et a du mal. Elle est venue me voir et m'a demandé si nous pouvions essayer de travailler sur notre relation. Je lui ai dit non et qu'elle m'en voudrait parce que ce n'est pas ce qu'elle veut. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider pour quelques mois de loyer dans un nouvel endroit. Je lui ai dit non. Elle est assez en colère à ce sujet. Mais c'est là où nous en sommes. Commentaire 1, waouh. Elle vous a pris pour acquis et fait maintenant face aux conséquences. Bien joué d'avoir tenu bon. Commentaire 2, lol. Donc, elle préférerait être célibataire et payer 100% de ses factures et s'endetter pour prétendre qu'elle a plus d'argent qu'elle n'en a réellement, plutôt que de réduire ses dépenses et d'être plus responsable. Puis elle revient en rampant quand elle réalise à quel point elle a fait une grosse erreur en écoutant ses amis, et a ensuite l'audace de demander une aide financière. Mec, tu as échappé à une balle gigantesque avec celle-là. Commentaire 3, avez-vous déjà abordé sa trahison de votre confiance en partageant votre situation financière avec sa sœur? C'est une croqueuse de diamants. Tu l'as échappé belle. Elle a cherché, elle a trouvé. Maintenant, elle peut redécouvrir à quel point le loyer est cher quand elle en paie 100% et non 25%. Peut-être que sa sœur a une chambre d'amis. Elle peut emménager après leur retour de lune de miel. Mais les ruptures sont toujours douloureuses. Désolé, mec. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes intéressé par ce genre d'histoire, nous en avons d'autres en réserve pour vous. Abonnez-vous simplement à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la avec vos amis.